Mais qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché durant toute cette période? Monsieur Crépy, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum, et merci à Sika de me recevoir ce matin. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, il faut déjà se poser la question de savoir pourquoi ça doit nous préoccuper, la question du système partisan. On peut, si on veut, passer du temps à débattre, mais en vérité, si on ne réforme pas le système partisan, puisque le parti politique, par essence, c'est le socle même de la compétition politique. Or, il faut faire la compétition politique pour avoir le pouvoir pour gouverner. Donc, si on n'a pas de partis fiables, la compétition politique ne sera biaisée et donc la gouvernance sera biaisée. Et il faut donc aller rechercher pourquoi est-ce qu'au départ, on n'a pas mis suffisamment de garde-fous pour que les partis fonctionnent comme ils devraient. Mais ce que je pense, en vérité, c'est que, comme vous avez demandé, ce qui n'a pas véritablement marché, je crois qu'il faut repartir un peu à la base. Les règles, là même, qui définissent la configuration du système partisan. Et ensuite, les règles législatives ou les règles d'élection présidentielle. Tout ça concourt, en fait, à la formation et à la stabilisation du monde partisan. Donc, ce qui n'a pas marché, je crois, à mon avis, on va peut-être revenir dessus en détail si vous le voulez, c'est qu'il n'y a pas cohérence entre les objectifs que nous avons définis et les règles que nous avons mises en place. C'est-à-dire, par exemple, que nous voulons que les partis concourent à promouvoir l'unité nationale. Mais il n'y a aucune règle qui incite les partis à se regrouper ou à avoir un caractère d'envergure nationale. Plutôt, on encourage la solitude. C'est-à-dire que vous pouvez être un parti, aller au Parlement, si vous contrôlez une petite portion d'une circonscription. Alors, comment peut-on attendre qu'un parti qui a pour but de conquérir le pouvoir puisse chercher à étaler sa présence vers d'autres circonscriptions, s'il peut tout seul aller au Parlement en contrôlant seulement une petite partie d'une circonscription. Donc il n'y a pas cohérence forcément entre les règles électorales et les objectifs que nous avons nous-mêmes définis. Alors, Honoré Benjamin Naoum, finalement, est-ce qu'on peut dire que le multipartisme intégral ce sentier apponté 25 ans plus tôt n'aurait pas été que bénéfique pour le pays? Non, le multipartisme intégral, même si on le crie dans un test, cela ne veut pas dire que les acteurs politiques devraient prendre ça comme un boulevard et y aller. Et quand on retourne même dans le passé, on voit qu'il y a une institution qui n'a pas joué son rôle véritablement. C'est le ministère chargé, je crois, de la décentralisation, ou le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur plutôt, qui devrait normalement suivre l'avis des partis politiques et annuler certaines partis politiques, tout simplement parce que ces partis politiques-là ne respectent pas les règles. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit que vous pouvez créer 1000 partis qu'il faut aller créer 1000 partis. La preuve aujourd'hui, ce que notre invité est en train de dire sur ce plateau est véritablement pertinent. Vous voyez des gens qui vous disent qu'ils sont représentants de la nation, mais qui sont élus juste dans une circonscription. Comment on peut représenter une nation? En réalité, si on doit parler aujourd'hui, c'est le seul président de la République qui représente la nation. On ne peut pas dire que les députés à l'Assemblée nationale représentent la nation parce qu'ils sont élus juste dans une circonscription électorale. Je pense que c'est des choses qu'il faut corriger. Et c'est déjà intéressant que le débat est ouvert aujourd'hui et que les gens font leurs propositions. Donc quand on prend le document qui s'intitule donc « Consancratie », donc j'espère bien qu'on va nous expliquer davantage ce que cela signifie brièvement sur ce plateau pour que nous puissions pénétrer donc les idées qui ont été donc évoquées dans ce document et qu'on puisse les analyser. Mais nous sommes dans une situation catastrophique. Il n'y a même pas de débat à faire. La réforme s'impose. Mais quelle réforme, quelle thérapie apporter aujourd'hui? Je crois que c'est là où se pose la grosse problématique. Je crois qu'ensemble, sur ce plateau, nous allons revenir à ces thérapies à appliquer à ce système partisan. Monsieur Kodjo, autre chose à observer, c'est que depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990, aucun parti politique au Bénin n'a réussi à imposer un candidat, à le faire élire président de la République. Les élections ont toujours été gagnées par des indépendants apolitiques venant d'autres milieux, des cadres, des hauts cadres de l'administration, venus du milieu plutôt apolitique. Comment explique-t-on ce phénomène atypique, propre au terrain politique béninois?
c'est un peu, comme je disais tantôt, lié à plusieurs facteurs, mais il faut toujours repartir vers les règles qui sont en place. Quand vous prenez un peu nos règles électorales pour la présidence de la République, n'importe qui peut être candidat au Bénin. Il n'a pas besoin d'être d'une formation politique. Or, le problème qui se pose, c'est quoi? Quand vous êtes en politique, généralement, c'est pour compétir. Et dans tout jeu, quand vous êtes en compétition, forcément, la morale n'est pas toujours au rendez-vous. Vous avez toujours tendance à user de méthodes qui peuvent ne pas paraître orthodoxes. Donc, les militants politiques, les leaders politiques, si vous voulez, ou les hommes politiques qui sont actifs dans un parti, qui doivent compétir et qui doivent donc démontrer plus souvent ces méthodes peu orthodoxes que nous voyons là, ont moins de chances, ont plus de difficultés à se crédibiliser aux yeux du peuple. Et donc, si vous venez du dehors, vous n'avez pas pris part à ces compétitions de tous les jours là, vous paraissez toujours comme un saint. Mais croyez-moi, quand vous entrez ensuite en politique, même étant un saint, vous êtes obligé de vous adapter. Et donc, je crois qu'il faut fondamentalement comprendre ce que c'est le jeu politique, ce que c'est la compétition politique. Parce que si nous croyons que c'est juste un jeu de... voilà, on se fait des accolades, non. La compétition, elle est parfois féroce. Et les gens n'hésitent pas à utiliser de tous les moyens. Donc, je crois fondamentalement qu'il y a un peu comme une malcompréhension du peuple déjà pour ce que nous avons choisi. Nous avons choisi d'utiliser la compétition politique pour désigner nos dirigeants. Et donc, ceux qui font cette compétition tous les jours, naturellement, ils vont être perçus comme des gens pas du tout orthodoxes. Donc, c'est très facile de venir du dehors et de paraître aux yeux des autres, tout au moins en comparaison avec ceux qui sont dans la compétition tous les jours, de paraître comme un homme sain. Donc, je crois fondamentalement qu'il faut redéfinir un peu les règles. Parce que, j'ai l'habitude de dire, la gouvernance, c'est une tâche collective. Quand vous accédez au pouvoir, vous ne pouvez pas gérer tout seul, vous ne pouvez pas gouverner tout seul. Le président de la République doit se baser sur le Parlement. Et donc, s'il vient du dehors et qu'il n'avait pas déjà un parti, il n'avait pas déjà une alliance ou une majorité au Parlement, la réalité politique, c'est il a besoin de cette majorité. Et là, c'est une fois au pouvoir qui va chercher à consolider sa majorité. Et c'est ce que nous avons constaté depuis 1990. C'est arrivé au pouvoir que les chefs d'État finissent par créer des formations politiques, des formations qui disparaissent aussitôt après leur départ du pouvoir. Mais là, quelque part, est-ce que ce n'est pas parce que les partis politiques au Bénin n'ont pas d'envergure nationale ils réussissent pas forcément à faire élire un candidat, parce que nous prenons le cas du PSD, le PRD, l'AFB, qui sont ancrés à des fiefs, des portions du territoire, mais qui couvrent pas le territoire national. Est-ce que quelque part cela ne défavorise pas les partis politiques qui n'arrivent vraiment pas à faire passer leurs candidats? En fait, vous savez, la configuration du système partisan actuel peut être expliquée scientifiquement. Quand vous regardez un peu l'histoire de la démocratie, la période du renouveau démocratique, comme on dit, ça n'a pas toujours été comme ça. En 91, je crois, le PRD avait des députés au nord un peu partout, la RB avait des députés au nord, et ainsi de suite. Donc, quelque chose a dû se passer pour que ces partis qui, au départ, étaient, ou tout au moins, avaient une présence sur tout le territoire, puissent petit à petit se recroqueviller sur une région donnée. Et comme je dis, c'est la conséquence des règles. Et je vais, si vous le permettez, être un peu technique ici. En sciences politiques, nous expliquons la configuration du système partisan par deux facteurs essentiels. Et ça provient d'une théorie, la théorie de Duverger, qui date des années 50. Qu'est-ce que c'est concrètement? Il y a deux facteurs. Un facteur social, c'est-à-dire la structure même de la société, et un facteur institutionnel, c'est-à-dire les règles électorales. C'est les deux facteurs qui vont vous expliquer pourquoi vous avez dans un pays, par exemple, un parti dominant, ou vous avez peut-être deux partis dominants, ou vous avez, un peu comme chez nous, 1000 partis, 100 partis, voilà. Et donc, dans le contexte béninois, quand vous avez un pays à diversité ethnique, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'ethnies dans le pays, il y a une forte demande pour les partis politiques. C'est-à-dire que le nombre de partis politiques il y aura une corrélation entre le nombre d'ethnies, si vous voulez, et la demande pour le nombre de partis. Et donc, ce qui va freiner ça,
ça va être au niveau des règles électorales. Généralement, pour les élections législatives et même présidentielles, on adopte ce qu'on appelle plusieurs modes de scrutin pour l'attribution des sièges. Au Bénin, nous avons choisi de faire la représentation proportionnelle. C'est-à-dire que dans une circonscription donnée, si vous avez 25% et qu'il y a 4 sièges, vous aurez un siège, vous pouvez donc aller au Parlement. Cette règle est un facteur multiplicateur de partis en sciences politiques. Parce que quand vous faites ça, comme j'ai dit tantôt, dans chaque circonscription, vous aurez toujours au moins 2, 3, 4 partis qui seront représentés dans cette circonscription, parce que c'est proportionnel. Vous avez à l'opposé le système majoritaire où on dit non, même si vous avez 4 sièges dans la circonscription, le parti qui a la majorité rafle tout. Et là, ça encourage en fait le bipartisme, ou tout au moins ça réduit le nombre de partis, parce que vous aurez dans chaque circonscription un seul parti qui va régner. Et donc au plan national, au bout du rouleau, vous aurez très peu de partis. Et donc ça veut dire quoi? Nous avons au Bénin associé une règle multiplicative de partis avec un facteur sociologique multiplicateur de partis. Au résultat, on est à 150 partis, ça ne devrait étonner personne. Donc je crois que c'est comme ça, moi j'explique la configuration politique actuelle. Donc ce qu'il faut faire, on ne peut pas changer le facteur sociologique, mais on peut changer les règles électorales. Comme je vous ai dit tantôt, ces deux types de règles-là, il y a au moins il y a une règle qui permet justement de freiner ou de diminuer le nombre de partis, et c'est la règle majoritaire. Donc on peut jouer dessus, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre Consancratie, où j'utilise un système mixte. Premier tour, on fait du proportionnel. Second tour, on fait du majoritaire. Ça permet de stabiliser véritablement le monde partisan. Peut-être 4-5 partis maximum représentés au Parlement. Alors, Benjamin Naoum, ce phénomène propre à la culture politique béninoise où les partis politiques censés faire élire des candidats n'arrivent forcément pas à les faire élire depuis 1990. Non, je pense que ce qu'il faut ajouter après ce développement que j'ai suivi, c'est qu'il faut évoquer ici la cupidité des acteurs politiques. Le clientélisme. Ah oui, mais ça, c'est un mal qu'il faut éradiquer très très rapidement, parce que même si on finit de faire les réformes et qu'on ne met pas en place les dispositifs qui permettent donc de contrer ceux qui ont l'appétit vorace dans la société, c'est qu'on va continuer à surfer. Parce que vous prenez par exemple une formation politique qui essaye de se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Un président de la République qui vient au pouvoir, mais peut aller piocher des éléments au sein de cette formation politique pour former après une alliance. Et je crois que le système des alliances que nous avons connues dans ce pays ne nous ont pas en réalité aidés. Parce que dès que le président est élu, on se regroupe autour et c'est dans cette alliance-là qu'on se partage les marchés. C'est dans ces alliances qu'on se partage les postes, les portefeuilles, les postes juteux et autres. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On crée des frustrés. Des frustrés qui, au Parlement, vous mettent les bâtons dans les roues et vous ne pouvez donc pas opérer comme cela se doit. Donc, c'est tout un ensemble. Et je dis une fois encore, nous devrons mettre l'argent au cœur du désordre que nous avons donc observé dans notre pays depuis des années. Il faut corriger tout de suite la chose. Et je pense que le problème qui se pose à ce niveau également, c'est la transhumance. Qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui par rapport à la transhumance? Est-ce qu'un député élu sous une bannière, une fois à l'Assemblée nationale, doit rester sous cette bannière-là jusqu'à la fin si la personne décide de changer de bord et quitte le Parlement et son suppléant le remplace? Donc des réflexions qu'il faut mener aujourd'hui. Parce que si on ne finit pas de limiter ces dégâts-là, c'est qu'on va continuer dans les mêmes stratégies et on aura toujours les mêmes résultats. Ce n'est pas intéressant pour le Bénin d'avoir plus de 150 partis politiques. Pourquoi faire? Je crois quand même qu'il faut définir maintenant d'autres règles pour que la société se porte mieux politiquement. Alors, oui, M. Kodjo. Oui, très rapidement, pour ajouter à ce que M. Naoum disait, c'est un constat pertinent. On est en face d'un réel problème. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on développe un peu plus. Il y a une prémisse essentielle ici. C'est par rapport à la nature ou ce que veulent les politiciens. M. Naoum a dit, nos politiciens sont très cupides. C'est vrai. Mais croyez-moi, dans beaucoup de pays, la situation est pareille. Dans beaucoup de pays. Le politicien, par essence, sa raison d'être, c'est de courir toujours après le pouvoir. C'est toujours de chercher à maximiser sa chance politique. C'est pour ça qu'il est en politique. Indépendamment de sa motivation. C'est-à-dire que si
il est en politique pour aider son pays. S'il n'a pas le pouvoir, il ne peut pas aider le pays. S'il est en politique pour se faire de l'argent, s'il n'a pas le pouvoir, il ne peut pas se faire de l'argent. Donc dans les deux cas, les deux types de politiciens, si vous voulez, courent après le pouvoir. Maintenant, quand nous savons ça, c'est là-dessus que nous devons jouer pour installer des règles, parce que nous savons ce qu'ils cherchent. Peu importe leur motivation, on sait qu'ils veulent le pouvoir. Et la question de la cupidité, c'est aussi quelque part lié à notre environnement socio-économique. Parce que, soyons réalistes un peu, avoir un parti aujourd'hui, ça a un coût, comme partout d'ailleurs. Vous avez besoin de bureaux un peu partout dans le pays, vous devez faire des activités, il y a un coût. Mais aussi, dès que vous atterrissez dans un poste ministériel ou au Parlement, je n'en ai pas fait l'expérience, mais ceux qui ont fait l'expérience vont vous dire, s'il y a 2 personnes qui vous rendaient visite par mois, vous en aurez désormais 10, 20, 15 000. Donc, du coup... La pression sociale est forte. Il y a la pression sociale qui est très forte. Donc, je crois qu'il faut intégrer tout ça dans la réflexion. Ne pas seulement incriminer les individus, parce que, à force de les incriminer, comme nous remarquons, les gens qui nous paraissent sains, dès qu'ils atterrissent dans le milieu, ils s'adaptent très rapidement, ils deviennent aussi cupides, ou encore plus cupides que ceux qui étaient là. Donc ça veut dire qu'il y a des pesanteurs qui font que ces individus n'arrivent pas véritablement à se comporter tel que nous le voulons. C'est aussi ce que je décris dans le livre. Parce que si nous comprenons cette réalité-là, si nous cherchons à être un peu réalistes, nous allons mettre en place les garde-fous que M. Naoum veut avoir et dont j'ai essayé de faire cas dans le livre. Donc je crois que c'est essentiel cette prémisse-là, qu'on s'entende dessus, que c'est un peu partout, dans tous les pays. Aux États-Unis, c'est comme ça. Le politique, par essence, il va toujours courir après le pouvoir, il va user de tous les moyens. Mais aux États-Unis, on ne change pas de bord n'importe comment. Justement, parce que les règles ne vous facilitent pas ça. Effectivement. Voyez-vous. Et ce que je propose justement dans le livre, c'est d'inciter les gens à coopérer et à rester ensemble. Dans notre contexte, il n'y a pas d'incitation à coopérer. Non, mais ici, le problème qui se pose, chacun veut être chef. Justement, parce que c'est avec le président qu'on négocie. Justement, ça veut dire que le système favorise cela. Oui. Chacun veut être chef parce que quand vous êtes chef, il y a un avantage à tirer de ça parce que le contexte actuel le permet. Ce que j'essaie de proposer, c'est on n'est pas obligé forcément d'avoir un président qui vienne de nulle part. Personne ne nous l'impose, nous nous sommes imposés cela. On n'est pas obligé d'élire le président, disons, au suffrage universel direct. C'est nous-mêmes qui avons choisi ça. Il y a le suffrage indirect qui se fait ailleurs. En Afrique du Sud, Mandela a fait un mandat de 5 ans, il est parti et tout le monde l'applaudit aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que Mandela est parti parce qu'il savait qu'après son départ, son parti, l'ANC, régnerait encore peut-être pour 50 ans parce que les règles favorisent cela. Voyez-vous. Et donc, dans ce pays, par exemple, le président est issu de la majorité parlementaire. Je ne crois pas que l'Afrique du Sud soit un pays vraiment qui a autant de problèmes que nous. Le Botswana, c'est pareil. Le Japon, pendant longtemps, un parti a dominé pendant près de 38 ans. Donc, je crois qu'il faut ralentir un peu. Il faut faire une pause et se dire nos institutions, c'est-à-dire les règles que nous avons choisies là, est-ce qu'on peut faire mieux ? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Et c'est ce débat-là, justement, que j'essaye d'ouvrir dans le livre Consécratie. Mais donc on pense que devant ce tableau aussi sombre, l'avènement de grands regroupements politiques pourrait être un début de solution. Là également, la remarque est que c'est difficile pour ces partis politiques, pour ces acteurs politiques de se mettre ensemble. Il va falloir alors des tests de loi pour les contraindre à rester ensemble. Honoré Benjamin Naoum. Il n'y a pas autre solution à proposer. Parce que des individus qui vont dans tous les sens, il faut prendre des dispositions pour pouvoir les cadrer. Mais maintenant, il suffit seulement pas de prendre des dispositions. Il faut suivre. Nous avons des tests aujourd'hui qui permettent un tant soit peu de canaliser les choses. Mais tout simplement, le ministère de l'Intérieur est resté silencieux. Parce que si on observe bien la vie des partis politiques, il y a quand même... La charte des partis politiques. La charte des partis. Au-delà de ça, il y a un minimum. Pour d'abord déclarer que, bon, je viens de créer un parti politique, il y a un minimum qu'il faut respecter. Mais tant que le monsieur est dans les caleçons du président qui est en place et qui vient et dit, bon, moi j'ai créé une parti, on lui donne l'autorisation. Mais quand on voit que c'est l'autre bord, on traîne sur l'autorisation. Ce sont des stratégies qu'il faut annuler dans notre pays. Et il faut prendre la résolution ferme. Aujourd'hui, le Béninois doit se conformer aux règles de la société.
C'est le minimum. Si les tests sont mauvais, on les change. Mais dès qu'on a un test qui est pris pour organiser la vie en société, il faut respecter. Maintenant, si nous ne sommes pas d'accord, on se retrouve pour dire, bon, ce test-là, la manière dont ça a été fabriqué, ça ne nous arrange pas, corrigeons. Mais si on ne corrige pas, on respecte. On dit de passer à gauche, vous passez à gauche. Mais tant qu'on ne va pas finir avec ce jonglage-là, avec les tests de la République, on n'aura absolument rien. Les acteurs politiques ne veulent pas rester dans les rangs. Ils préfèrent naviguer et trouver leur beurre. Mais il faut les cadrer et les obliger à respecter les tests de la République. Pour ajouter justement à ce que M. Naoum dit, il faut trouver un moyen pour inciter les gens à rester ensemble, pour inciter les gens à essayer de coopérer au-delà de leur région ou de leur ethnie ou de leur fief habituel. M. Naoum a parlé des règles. Si elles ne sont pas bonnes, il faut les changer. C'est vrai. Parce que les règles actuelles, je vais faire référence à la loi portant charte des partis politiques au Bénin, qui fait obligation à un parti de présenter seul ou en alliance des candidats à 2 élections législatives consécutives pour pouvoir conserver son statut de parti politique. Dites-moi, est-ce que c'est la chose la plus difficile? Présenter des candidats. Je peux rester ici, je mets le nom de mon oncle qui est à Tangueta, j'appelle quelqu'un qui est à Dango, je dis, bon, tu veux être de mon parti, je lui trouve 10 000, 20 000. Ça lui coûte quoi? Il va dire, bien, mettez mon nom. Ce n'est pas la chose la plus difficile. Ça veut dire qu'en fait, la règle même au départ n'est pas aussi pertinente. Ça veut dire qu'elle n'est pas... On l'a mise en place sans se demander est-ce qu'elle va vraiment aider à accomplir l'objectif. Parce que simplement, ça n'oblige en rien. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a aucune incitation à véritablement faire ce qu'on veut que le parti fasse. Ou on demande aux gens d'avoir 10 membres fondateurs par département. Ce n'est pas la chose la plus compliquée. Trouver des gens par département pour mettre dedans. Donc, en fait, c'est la pertinence des règles. C'est là tout le nœud. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle thérapie appliquer? Justement. Et merci pour la question, parce que vous avez remarqué depuis le début, je parle des règles. C'est ça. Quand vous jouez au football, la règle d'enjeu là a un impact sur la façon dont l'avant-centre se comporte. Donc la règle, c'est ça qui va définir ou déterminer le comportement des joueurs. C'est pareil en politique. La règle va conditionner le comportement des politiques. Si nous savons ça, ce que nous pouvons faire par exemple, et que je propose dans le livre, moi j'ai proposé qu'on fasse des élections législatives à 2 tours désormais. Au premier tour, si on a 500 partis dans le pays, ils compétissent. En Grande-Bretagne, il y a 400, jusqu'en 2011 en tout cas, il y avait 419 partis enregistrés en Grande-Bretagne. C'est pas ça le grand problème. C'est pas le nombre de partis véritablement. Mais c'est le nombre de partis qui gravitent autour du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent alterner au pouvoir. Il faut stabiliser ça. Le reste, ils vont finir par trouver des solutions. Donc, ce que je propose, c'est quoi? Après le premier tour, s'il y a 500 partis qui compétissent, il n'y a que les partis qui ont réussi à avoir un siège au nord-est, au nord-est, au centre, au sud, au sud-ouest, ainsi de suite. Donc, de grandes entités régionales. Si vous n'avez pas au moins un député ou un élu dans ces régions-là, vous n'allez pas au second tour. Donc, quand vous faites ça, s'il y avait 500 partis, moi j'ai proposé 7 régions, donc ça veut dire que vous devez avoir au moins 7 sièges, et dont un au moins dans chacune de ces régions. Quand vous divisez 83 par 7, vous vous rendez compte qu'on aura moins de 10 partis dans tous les cas, qui iront au second tour, donc qui iront à l'Assemblée. Et quand vous faites ça, en plus, ce que j'ajoute, c'est que la règle de l'obligation d'avoir des sièges un peu partout, ça force les gens à rester ensemble. Parce que je peux être le PSD, être très fort au Monokufo, je suis obligé d'aller chercher des gens d'ailleurs et de les aider à gagner aussi, à obtenir des sièges chez eux. Donc vous trouvez à long terme une coopération au niveau des acteurs politiques, sans que personne ne les oblige. Ce n'est pas écrit quelque part. Mais puisque, comme j'ai dit, l'intérêt, la motivation première du politique, c'est le pouvoir, c'est la conquête du pouvoir, ils feront tout pour faire ça. Même s'il faut aller coopérer avec des gens qui ne sont pas de chez eux. C'est la logique. Il y a un livre chez nous qu'on appelle en sciences po qu'on appelle la logique de la survie politique. C'est ça la logique. Ils feront tout, y compris coopérer avec des gens qui ne sont pas de chez eux. Donc quand vous incluez le critère de coopération dans une règle, un peu comme je le fais là, vous incitez les gens à la coopération parce que ils n'ont pas d'autre choix. Si vous ne le faites pas, vous n'irez pas au Parlement. Si vous n'allez pas au Parlement, vous n'êtes pas relevant dans le système.
Et donc, petit à petit, vous allez voir que les petits partis là vont soit décider de se consacrer au niveau local, les mairies et autres, ou alors ils vont intégrer les grands partis qui ont des chances pour aller au Parlement. Je vais beaucoup plus en détail dans le livre et je conseille à chacun de lire et d'aller voir. Parce que ces choses ont été étudiées de façon scientifique depuis des décennies. Et nous sommes ici à nous casser la tête comme c'est pas possible. Et pour moi, ça me gêne un peu parce que j'ai passé ces dernières années à apprendre ces choses, à enseigner ces choses. Je vous donne un petit exemple. J'étais encore ici quand mes étudiants de l'autre côté ont fait leur dernier devoir. Et l'exercice que je leur donnais était tout simple. C'était d'aller sur... c'était par rapport justement à la question des partis, du système partisan. Il y a un site internet que nous utilisons qui s'appelle le Election Guide, qui regroupe tous les pays du monde. Vous pouvez aller, même les téléspectateurs peuvent aller, cliquer sur un pays au hasard et vous regardez les règles électorales. Est-ce qu'ils utilisent un scrutin majoritaire ou proportionnel ou ci ou ça? Et ensuite, vous allez voir les dernières élections, le nombre de sièges, le nombre de partis représentés à l'Assemblée. Quand vous faites le lien entre ces deux, là, le rapport entre ces deux, les règles et le nombre de partis, vous verrez que ce que j'ai expliqué tantôt là est toujours, sinon généralement, vérifié. C'est-à-dire que ceux qui utilisent du proportionnel ont toujours plusieurs partis au Parlement, ceux qui utilisent du majoritaire ont généralement 2 ou 3 partis. Donc, ces choses-là sont devenues désormais scientifiques. Il faut nous permettre d'avoir l'occasion d'expliquer aux gens comme vous le faites. Et ça, je remercie Sika pour ce que vous êtes en train de faire. Parce que sans ça, nous continuerons de spéculer et chacun va croire que ce qu'il dit, c'est ça seul qui est la vérité. Et on n'arrivera jamais à trouver des solutions qui puissent vraiment nous amener à atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. Alors, l'autre chose, c'est que la récente entrée en politique Honoré Benjamin Naoum, des puissants hommes d'affaires tels que Patrice Talon et Sébastien Javon, a également révélé des failles dans le système partisan, notamment le financement des partis politiques. Il a fallu que ces hommes d'affaires qui finançaient ces partis politiques décident d'aller eux-mêmes au charbon, que les partis, les grandes formations politiques du pays n'aient pas eu le courage de présenter de candidats à l'interne. Ce problème de financement des partis politiques, ça se pose également. Et on ne saurait parler de réforme du système partisan sans parler du financement des partis politiques. Non, c'est un point clé. Et il faut, dans un pays pareil, il faut nécessairement accompagner certaines structures. Et véritablement, les partis politiques, l'État doit les accompagner. Comme vous prenez aujourd'hui les médias, l'État doit accompagner les médias parce que le tissu économique ne permet véritablement pas de porter la presse nationale. Donc, quand on dit qu'il faut aujourd'hui financer les partis politiques, on ne va pas seulement jeter de l'argent par les fenêtres. C'est sur les règles qui sont définies. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas avoir du financement. Mais si, à l'étape actuelle, on doit envoyer de l'argent vers les partis politiques, ce sont les directeurs ou les présidents, ceux qui ont créé leur boutique. Ce n'est même pas des partis, c'est des boutiques de commerce, parce que c'est devenu un fonds de commerce carrément pour certains. Ce sont les responsables là qui vont prendre l'argent et mettre dans la poche. Et après, ils iront corrompre les citoyens, donner les 200, 500 francs pour se faire élire. Donc je pense que tout part des règles qui sont définies. Et si vous êtes dans les rangs, l'État vous accompagne. Il faut le faire, parce que si on doit continuer à dire qu'il faut financer dans la bouche, parce qu'il y a trop de discours. Hein. Nous parlons beaucoup au Bénin. La preuve, autour de la révision de la Constitution, on est en train de parler depuis. Il y a un point qui nous dérange aujourd'hui, c'est le mandat unique. On oublie tout ce qui reste. Donc, juste à cause du mandat unique, on peut foutre le bordel, on peut ralentir tout. Et là, on perd du temps. Les gens ne savent même pas qu'ils sont en train de perdre des jours et des semaines autour de ce débat. Donc, je pense qu'il faut maintenant arrêter avec les discours, prenez les dispositions, et tout ce qui tourne autour de la vie en société, il faut les organiser. Là où il faut mettre les moyens, on met les moyens, mais il faut respecter les conditions, parce qu'il n'y aura pas de copinage. Tant que vous installez le copinage, c'est fini, vous foutez tout en l'air. Donc je pense que tout part des règles. On parle des règles, il faut insister là-dessus. Quand on dit d'aller à gauche, on va à gauche. C'est sens unique, donc vous allez dans ce sens-là. Vous ne retournez pas. Il faut le faire. Et avoir des gens pour réprimer et sanctionner. Mais quand il n'y a pas de sanction, on est en l'air. Monsieur Kodjo, nous sommes à 1 minute de la fin de cette émission. Le financement des partis politiques, très rapidement, quelle proposition? Alors, très rapidement, il faut dire, à la suite de ce que M. Naoum disait, il y a des conditions préalables. Autrement, on va accentuer la question
comment vous appelez ça, on va fragiliser les partis, parce que la question d'argent va diviser davantage ceux qui sont dans le parti. Et donc, il faut au préalable stabiliser le monde partisan, c'est-à-dire, comme j'ai dit, les partis qui peuvent concourir véritablement, qui ont des chances réelles d'accéder au pouvoir. Il faut stabiliser ça. Et ensuite, il faut forcément mettre, comme je disais tantôt, le critère de la coopération, c'est-à-dire inciter les gens à la coopération. C'est quand il y a ça en place qu'on peut maintenant apporter le financement en plus. Parce que les gens, ils savent que dans tous les cas, ils ne peuvent pas se séparer parce qu'autrement, ils perdent les chances de conquérir le pouvoir. Et si en plus de ça, vous leur donnez de l'argent, ben, ça leur facilite la tâche. Mais s'ils savent que tout seuls, ils peuvent conquérir le pouvoir, vous mettez de l'argent dans un contexte comme ça, vous les divisez davantage. Vous créez la division, beaucoup plus de division. Donc, il y a cette condition préalable-là qu'il faut réunir d'abord, avant de considérer la question du financement. Sinon, on court un réel danger. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de 100% Bénin. 100% Bénin de ce vendredi tire à sa fin. Nous étions sur ce plateau avec Juste Kodjo, politologue et chercheur, et Honoré Benjamin Naoum, rédacteur en chef de Radio Soleil FM à Cotonou au Bénin. Merci à vous d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir une fois encore été en votre compagnie. Restez avec nous. L'information revient sur Sika.